enfin, donc Nancy Green, qui va représenter ici l'histoire contemporaine. Donc on va progresser avec un ordre chronologique. Donc, qui est directrice d'études à l'EHESS, donc spécialiste plutôt de la fin du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Et elle a beaucoup contribué à renouveler le champ d'études des migrations en France. Parmi ses très nombreuses publications, on peut citer le livre comparatiste, qui portait sur l'histoire des immigrés dans la confection à Paris et à New York, du Sentier à la 7e avenue, ou encore un essai important publié en 2002, intitulé « Repenser l'immigration », dans lequel précisément la question de la place des femmes en migration et le prisme du genre était abordée. Alors plus récemment, elle a publié un livre intitulé « Les Américains de Paris », hommes d'affaires, comtesses et jeunes oisifs, qui est publié aux éditions Belin en 2014, et qui s'intéresse à ces migrations d'élite, sur lesquelles elle se penche de plus en plus en ce moment. Donc aujourd'hui, elle va expliquer dans sa communication que les recherches sur les migrations en histoire contemporaine ont très tardivement intégré à leur réflexion le questionnement sur les femmes et le genre, puisque ceux puis celles qui ont travaillé sur l'histoire des migrations se sont d'abord intéressés à la figure classique du travailleur immigré, les hommes aux usines ou dans les champs, et donc ce regard s'est peu à peu évolué, notamment en prenant en compte d'autres migrants et migrantes, en particulier celles qui ont été nombreuses derrière les machines à coudre, ou encore à l'origine des petits commerces, et également toutes les domestiques, également profondément investies dans ces migrations à l'époque contemporaine. On va écouter donc Nancy Green nous parler de l'époque plus contemporaine, avec quand même toujours en commun cette question, cette volonté de vouloir croiser l'histoire des femmes et du genre et des migrations. Merci. Merci beaucoup. Mais en fait, ça, sans ce qu'on soit concerté, ça tombe très bien parce que d'une part, je suis très contente de pouvoir entendre l'état de certaines périodes aussi de l'historiographie sur l'histoire ancienne et l'histoire médiévale, parce que pour l'histoire des migrations, j'ai un peu l'impression, vous pourrez me contredire, que depuis que l'histoire des migrations contemporaines est devenue un sujet particulièrement vivant, qu'il y a aussi des questionnements maintenant qui montent en arrière de plus en plus, que si la notion des migrations contemporaines était au début pensée beaucoup comme quelque chose qui était spécifique à l'époque contemporaine, que cette mobilité définit le contemporain, en fait ça forcer, encourager les historiens de l'ère moderne, de l'époque médiévale et de l'histoire ancienne, de aussi chercher et trouver en fait des mobilités passées qu'on avait trop vite dit ou pensé étaient trop immobiles. Et donc cette disparité ou ce contraste entre la mobilité contemporaine et une immobilité ancienne, et depuis maintenant quelques décennies, battu en brèche, et je pense que c'est déjà quelque chose de très bien. Et j'aurais pas non plus, pensé exactement sur quoi vous alliez nous présenter, puisque ça tombe très bien. Je voulais commencer véritablement sur une question de nous rappeler l'importance de à la fois l'histoire et l'historiographie, et on peut réfléchir sur en fait la façon dont l'historiographie nous fait redécouvrir des choses constamment, mais aussi comment l'historiographie est évidemment ancrée dans sa période et dans les politiques de sa période. Et en fait, la période de la fin de la redécouverte déjà de l'époque des études médiévales au XIXe siècle, qui est un sujet maintenant en soi, cette redécouverte, de nous montrer que la fin de la fin du XIXe et surtout la période entre les deux guerres, que ce soit Hitler ou Mussolini, et l'usage de l'histoire médiévale par des penseurs qui pensaient de la race et pensaient des catégories raciales, montre aussi comment, selon les époques, on pose des questions différemment et on utilise des cadres conceptuels de l'époque, parfois dans les termes qu'aujourd'hui on considère très néfastes, mais la perspective plus générale que je défends, c'est ça l'historiographie en fait. On est toujours en train de poser de nouvelles questions. Il y a des périodes maintenant qu'on critique cette historiographie,
Mais ce que je vois rien que pour la période contemporaine, c'est comment nous-mêmes, on a évolué dans des nouvelles questionnements, et ça dans une perspective qu'on considère que positive d'ailleurs, mais le principe est un peu le même, c'est qu'à chaque époque on pose de nouvelles questions et on fait des analyses selon nos périodes et des questions qu'on pose. Donc c'est cette dynamique de l'historiographie que je pense est importante. Je n'aurais pas pensé qu'il fallait le penser aussi par rapport à certaines périodes où l'historiographie, si on peut le dire, ou l'écriture de l'histoire sur certains phénomènes migratoires est aujourd'hui à questionner. Mais le principe est le même, on questionne en fait le passé et on questionne aussi la façon d'écrire l'histoire à chaque étape. Donc l'historiographie surtout est dynamique, c'est mouvante, et en fait en général on se félicite de cela puisque ça avance par des séries de questionnements. Pour l'histoire des migrations, j'ai eu l'occasion, et d'autres aussi, de décrire ces changements dans l'historiographie sur les femmes et migration, par exemple, ou sur l'histoire des migrations, et maintenant, on dirait, dans une perspective genrée. Donc, on le sait bien, on a commencé avec une histoire des migrations qui était centrée sur les hommes. Après, on a découvert des femmes, tant mieux, elles étaient toujours là. Peut-être pas dans des proportions aussi importantes que les hommes, mais elles y étaient, et parfois quand même 30-40% des flux migratoires, c'est pas rien. Donc, on a découvert des femmes, mais au-delà, maintenant, on a des questionnements sur le genre qui complexifient beaucoup l'histoire des migrations. Et dernièrement aussi, la question de la sexualité et son rôle dans les migrations, ses interprétations dans l'histoire et dans l'historiographie. Je peux noter dans cette perspective de changement historiographique, vous savez sans doute que même les noms des départements ou des départements ou des programmes d'études aux États-Unis sur ces thèmes ont évolué aussi. Il y avait Women's Studies, then there was Gender Studies, now there's Gender and Sexuality Studies. Donc à chaque époque, même des programmes changent de nom, même des formes, donc pas seulement de l'écriture de l'histoire, mais même l'organisation institutionnelle peut parfois même changer de nom, qui reflète les avancées, les développements historiographiques. Et pour l'histoire des migrations, finalement, c'était, il me semble, une espèce de progression constante de découvertes, de renouvellement, de nouveaux questionnements. La seule chose que je regrette parfois, c'est qu'à chaque étape, on pense que c'est la fin c'est vraiment, on est arrivé à la conscience parfaite et la complétitude des questionnements. Et parfois, on campe sur des positions où on est sûr que c'est la fin mot de l'histoire. Et finalement, il y a, et je pense qu'il y aura toujours, de nouveaux questionnements et de nouvelles recherches à venir. Des nouvelles recherches, je reviendrai, mais aussi les deux présentations précédentes ont montré d'une façon tout à fait éclairante pour une contemporanéiste les questions des sources, et ça va être aussi l'objet de la deuxième table ronde. Comment on a aussi su à chaque fois qu'on a de nouvelles questions qu'il faut chercher de nouvelles sources, et comment trouver ces sources. Donc pour l'histoire contemporaine, ça a été aussi une question, mais je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire, donc, après d'avoir parlé généralement, de mentionner généralement cette question de l'histoire et historiographie, et puis de tracer les grandes lignes des dernières décennies de l'histoire contemporaine des femmes, genres et sexualité dans les migrations. Un troisième point, pour moi, c'est l'implication de ces découvertes dans l'histoire générale. C'est-à-dire que les nouvelles, à chaque étape, des nouvelles perspectives, que ce soit la découverte des femmes ou l'importance du genre ou les questions sur la sexualité, apportent en fait des questions même plus générales pour l'histoire et pour la façon qu'on peut écrire cette histoire. Si on peut juste tracer ces 4 étapes pour l'histoire du genre et migration, l'histoire des migrations, quand c'était que quand on est aux hommes, était aussi une histoire de l'industrialisation, de l'industrialisation lourde. Donc,
chaque étape, je dirais, correspond à des questions qui ne sont pas seulement l'histoire des migrations et du genre, mais aussi des questions plus générales de l'économie politique et différents aspects de notre monde contemporain. Quand on a découvert des femmes, par la même occasion, on peut dire qu'on a découvert, de toute façon tout ça, la question découverte évidemment est entre guillemets, mais quand on a questionné le rôle ou la place des femmes dans l'histoire des migrations, on a aussi pu mettre l'accent sur différents pans de l'économie. Il y avait des femmes aussi dans les usines et dans les champs, mais on a pu regarder, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais fait pendant une certaine période moi-même, de regarder la petite industrie par exemple, qui pose des questions sur l'histoire de l'industrialisation. Quelle est la place de la petite industrie par rapport à la grande? Et donc, du coup, quelle est la place des femmes qui peuvent être plus présentes dans la petite industrie que dans la grande? Quelles sont les implications de différentes formes industrielles pour les types de travailleurs qui vont être amenés à être embauchés dans ces structures? Évidemment, la découverte, encore entre guillemets, des femmes apportait aussi beaucoup de questions sur la nature familiale ou non des migrations. Donc, encore une fois, ce n'était pas juste le fait de trouver des femmes, mais c'était aussi de poser des questions sur les formes même de migration, la nature de la famille dans les migrations, l'économie familiale qui est liée avec ce qui précède, mais aussi, on peut dire que fondamentalement, les interprétations de l'histoire des migrations qui passaient des questionnements sur l'assimilation, quel degré d'assimilation ou d'intégration, à des questions sur quel degré de maintien des traditions précédentes, dans une perspective plus de voir les communautés qui maintiennent certaines traditions. Ces questions sur assimilation et tradition, finalement aussi, pouvaient être des questions tout à fait liées aux hommes et aux femmes. Dans quelle mesure on met la tradition sur le côté des femmes? Dans quelle mesure est-ce que les hommes dans les usines s'assimilent plus vite? C'est-à-dire que beaucoup des questions plus larges sur l'histoire des migrations, par exemple, étaient aussi où on peut voir que c'était lié aussi à des questions concernant hommes et femmes au sein des flux migratoires. Donc, encore une fois, c'est pour dire l'interaction entre une histoire des migrations, une histoire des hommes, des femmes, du genre, et l'histoire générale, que ce soit l'histoire des familles, l'histoire de l'industrialisation, l'histoire de différentes formes économiques. Je dirais que l'apport genre n'était pas seulement d'être sûr que les femmes et les hommes étaient évidemment présents. Au début, il y avait une inquiétude, est-ce que l'histoire du genre allait faire revenir les hommes comme dominants, comme groupe dominant dont on s'était affranchi. Donc il y avait une certaine période au début d'inquiétude, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais surtout, et on sait bien comment le genre a apporté des questions sur les représentations et la construction des identités sexuées, les identités genrées au travail, dans les questions de citoyenneté, les travaux qui sont bien présents par les gens ici dans la salle. Mais les questions du genre, je pense aussi de manière plus générale, nous ramener vers des questions de représentation, de construction sociale, que ce soit du genre ou d'autres choses, mais de voir comment sont construites ces identités. Et donc de questionner du coup la place des hommes et des femmes dans l'immigration ou dans tel ou tel secteur industriel, et de voir dans quelle mesure c'était des constructions. C'était aussi des réalités, si on peut parler de réalité, puisqu'à un moment donné, on ne pouvait plus parler de réalité. Mais au-delà de ces questions de tournant linguistique, il y a des vraies questions concernant la façon dont sont construites ces catégories et du coup, comment les chercheurs les utilisent. Parce que nous-mêmes, même si on a pu déconstruire les catégories dans les sources ou dans l'historiographie précédente, puisque cette historiographie des années 20 ou 30, on peut le déconstruire, et dans quelle mesure nous-mêmes aussi on utilise des catégories dans nos propres travaux. La sexualité, beaucoup plus récemment, comme élément
quand on réfléchit sur des migrations, est très importante. Dans quelle mesure, et puis on le voit là où l'histoire contemporaine est parfois des phénomènes contemporains qu'on voit depuis quelques années dans les médias, des formes de migration, des formes de fuite des réfugiés, etc. Les récits des viols en route, posent des questions aux historiennes pour essayer de savoir ce qu'il en était avant. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas pu, peut-être à cause du manque des sources, savoir auparavant. Peut-être on ne l'avait pas suffisamment traité. La traite blanche, pour le début du XXe siècle, est assez bien étudiée. Mais on a aussi des questions aujourd'hui de pourquoi, si on posait des questions, pourquoi les gens migrent, pourquoi les hommes migrent, pourquoi les femmes migrent, comment ces catégories sont construites à l'arrivée, ou dans les législations sur la naturalisation, etc. Aujourd'hui, on pose aussi des questions dans quelle mesure la sexualité a pu être un moteur d'émigration, dans quelle mesure c'est un problème à l'entrée si les pays ont des formes de suspicion vis-à-vis de l'homme seul, suspicion vis-à-vis de la femme seule vue comme prostituée, l'homme seul comme être sexué qui va peut-être mettre en cause les rapports dans le pays d'arrivée. Donc les représentations sur la sexualité des gens, comme les représentations sur ce que représente homme ou femme dans les migrations, montrent bien qu'il y a là des questions, des nouvelles questions qui sont en train d'être étudiées sur la prostitution, sur l'homosexualité, vue dans le processus migratoire comme forme de départ pour quitter un monde traditionnel où une sexualité est réprimée, mais aussi les barrières à l'entrée selon les lois et selon les suspicions des officiers de l'immigration aux zones d'arrivée. Donc, cause de départ, question à l'arrivée, représentation de tout cela. Alors, on entend qu'effectivement, les migrations et la polygamie est une vieille histoire. Donc, ce sont des questions qui montrent comment on réactualise les questionnements qu'on pose et donc, du coup, ce qu'on va trouver. C'est pour dire aussi que l'histoire des migrations et du genre et de la sexualité, c'est l'histoire des mœurs changeant à travers l'histoire, à travers des périodes et à travers les pays. On le voit par les politiques d'entrée, mais on le voit de manière générale dans ces histoires qu'on peut essayer de creuser aujourd'hui. C'est là où je reviendrai juste rapidement sur la question des sources. J'étais frappée effectivement on entend bien et on le savait bien quand on a commencé l'histoire des migrations comme l'histoire des femmes. On disait mais c'est difficile, où est-ce qu'on va les trouver, les sources officielles, les sources diplomatiques. Parler moins de ça. On a vu que les sources pour les soldats ou les diplomates étaient plus fréquents que les sources sur les femmes et pourtant après, on apprend que les broches, on dit en français, donc comment les broches sont un signe de brooches, sont un signe de... Enfin, on peut suivre les migrations à travers les broches. Alors, à chacun de penser à toutes les broches qu'on a et d'où on les a eues et qu'est-ce que ça représente. C'est plutôt peut-être nos voyages maintenant que nos migrations et pas encore des migrations aussi. En tous les cas, donc, il fallait, on sait, créer des sources ou être inventif dans la recherche des sources pour faire ces nouvelles formes d'histoire sociale, des migrations, du genre, de la sexualité. Donc il faut parfois créer des sources et on a aussi entendu, et c'est très important pour l'histoire des migrations, heureusement il y a des migrations puisque les gens, quand ils sont séparés, ils s'écrivent. Enfin, ils s'écrivaient autrefois dans les formes qu'on peut récupérer. Les lettres, aujourd'hui, les sources de Skype et courriel, les traces que ça va laisser, je pense, va être assez minime. Mais peut-être on trouvera la façon stable de sauvegarder tout ça. Mais entre-temps, c'est aussi des questions de sources et comment on peut utiliser des sources comme des lettres pour des sources pour la vie privée, pour la vie intime, qui nous donneraient d'autres choses. Donc, vive les migrations et les séparations qui permettent de décrire ce qui se passe dans différentes parties du monde.
Je terminerai avec deux autres points. Que l'histoire, ou c'est peut-être pour renforcer ce qui précède, que l'histoire des migrations et l'histoire du genre des migrations, c'est aussi une histoire de la mobilité tout court. C'est aussi une histoire du genre tout court. Donc le croisement, à la fois, nous donne beaucoup de choses, mais aussi nous éclaire sur même les pans généraux de ces deux formes, les deux champs historiographiques. Ça nous pose aussi des questions qui sont des questions générales pour l'historiographie, entre comment interpréter des choses entre contrainte et agentivité. Je pense qu'on n'est pas sorti vraiment d'avoir une solution. Parfois, je pense qu'on avait trop insisté sur les structures. Après, je pense qu'on peut-être on insiste un peu trop sur l'agentivité. Comment combiner les deux? On appelle à un croisement que j'avais appelé un structuralisme post-structural, mais ça n'a pas beaucoup de succès. Mais l'idée est là, c'est d'essayer d'intégrer à la fois les structures et les contraintes. C'est vrai pour l'histoire du genre et des migrations, mais c'est aussi une question plus générale. Aussi, comment faire de pouvoir analyser ce qui est différent et ce qui est similaire. Donc, même si on travaille sur les hommes ou on travaille sur les femmes, on travaille sur le genre et la construction des identités, comment réfléchir sur les expériences qui peuvent être... Il y a une part de l'expérience d'immigration qui est peut-être la même pour tout le monde, et puis il y a des parts qui sont spécifiques selon le genre, selon la sexualité, etc. Et je pense que ce sont des questions importantes qu'on peut creuser de nouveau. Évidemment, l'intersexualité et intersectionnalité nous mènent à réfléchir sur les facteurs multiples du genre et migration, et c'est que du bon sens, me semble-t-il. J'ajouterai, donc juste à la fin, quelques thèmes peut-être à explorer qui suivent un peu des questions que j'ai croisées en route historiographique. Les questions de mobilité qui sont aujourd'hui, vraiment, la mobilité c'est le thème qui est devenu, encore une fois, presque la définition de notre époque. Mais il y avait ce projet sur les territoires de l'attente qui m'a beaucoup intéressée, dont j'ai eu une petite partie, mais qui pose la question aussi de l'attente des voyages, du passage, de ce j'ai appelé les lieux de passage. Donc comment tout ça s'est vécu par les hommes et les femmes? Comment est-ce que c'est des périodes plus ou moins longues entre deux points, mais aussi avec des zigzags importantes et qui peuvent être vécues et actées de manière différente, peut-être pour les hommes et les femmes. Les zigzags qu'on voit à travers les broches, peut-être, et qu'on entend aussi les voyages longs de 1000 kilomètres. Donc, c'est une longue route, là. Donc, évidemment, comment ça se fait? L'autre question genrée pour les retours, qui veut retourner? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? C'est dans le mythe du retour, est-ce qu'il y a des questions là qu'on n'a pas encore creusées au point de vue des différentes perspectives de projection dans l'avenir? Et finalement, où est-ce qu'on meurt? Donc ça c'est un peu moins drôle, mais où est-ce qu'on meurt et qu'est-ce qu'on veut faire après? Enfin, qu'est-ce qu'on voudrait qu'on fasse après? Mais la question des enterrements, est-ce que c'est aussi quelque chose genré de se projeter dans un avenir, ou au moins dans les décisions d'enterrement, dans quelle mesure ça peut être aussi genré? Les familles, en fait, j'ai connu 2 cas très récemment dans mon entourage où un couple portugais avait perdu leur fils, et l'idée de l'enterrer au Portugal était en fait critiquée par une autre amie espagnole qui, elle a perdu son mari. Elle voulait, mais comme elle reste en France, elle voulait qu'il soit prêt. Donc il est enterré près de Paris. Donc l'idée de où est-ce qu'on va enterrer un membre de la famille, comment est-ce qu'on va pouvoir, si on veut visiter là. Bon, c'est des questions qui sont très douloureuses, mais je pense aussi, c'est comme toutes ces projections de migration peuvent aussi être interrogées d'une manière genrée. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous, mais je suis aussi contente d'être avec d'autres périodes en fait, pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble. Merci.